Bonjour à tous, bienvenue. C'est le retour du grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique et le retour de ma camarade Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Chef du pôle économie de Jeune Afrique à mes côtés pour recevoir une personnalité importante du monde de la finance sur le continent à l'occasion de l'AFIS, le sommet de la finance en Afrique, organisé cette année à Casablanca. Et parmi les décideurs du continent réunis dans la métropole marocaine, très logiquement, le directeur général de cette bourse de Casablanca. Bonjour Tariq Senaji. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie. Un grand merci d'avoir fait un crochet par nos studios pour une discussion sur les grands enjeux qui entourent votre secteur dans votre pays en particulier, mais pas seulement. Vous allez nous expliquer à quoi servent les marchés financiers dans l'Afrique d'aujourd'hui, comment ils participent au financement de toutes les entreprises, mais aussi comment la bourse de Casablanca, la deuxième en importance sur le continent, veut prendre sa place dans ce secteur forcément ultra concurrentiel. Avant tout et d'abord, avec Aurélie, un condensé de votre parcours forcément international. Alors Tariq Senaji, nommé en 2020 à la tête de la bourse de Casablanca, vous êtes un expert des marchés financiers, mais aussi une figure plutôt discrète de la finance africaine. Ancien élève de Polytechnique à Paris, la promo 1995, où vous côtoyez de futurs décideurs français et internationaux. Il y a par exemple Estelle Brachlianoff, la DG de Veolia Environnement, ou encore le financier tunisien Skander Oueslati, mais aussi, je donne un peu des noms au hasard, des politiques comme Walid Fayad, jusqu'à récemment ministre de l'énergie et de l'eau du Liban. En somme, un bagage académique et un réseau solide que vous complétez par une formation tournée vers les chiffres et les statistiques à l'NSAE. Et ensuite, vous démarrez votre carrière à Washington, aux États-Unis, en tant que responsable financier à la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, avant de déménager à Londres, où vous occupez divers postes de direction liés au marché de capitaux chez Société Générale ou encore Natixis CIB. Un Marocain, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, qui parcourt le monde, qui construit ses réseaux. Est-ce que vous auriez aimé rester plus près de chez vous, au Maroc, pour construire votre parcours académique et vos premières expériences professionnelles? Ou alors, aucun regret? Non, au contraire, franchement, c'est une remarque que je fais à tous mes amis. Si vous avez des enfants, des jeunes, envoyez-les voyager. Parce que quand on voyage, on se découvre beaucoup mieux soi-même, on découvre d'autres cultures, on découvre qu'on peut faire la même chose, mais de plein de différentes manières. Donc pour moi, ces voyages et ces expériences professionnelles sont d'une richesse absolument magnifique. Et au contraire, j'espère que vous avez parlé de mon éducation. Mon éducation, c'est pas fini à la sortie de l'école, mais elle a vraiment continué pendant beaucoup d'années et je continue d'apprendre aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, voyager, c'est apprendre. Mais le retour au pays est quand même une forme de soulagement? Ah, c'est certain. L'appel du pays était toujours là. Après, j'avais pris une décision, on va dire, de manière consciente. Je voulais rentrer au pays quand je suis sorti de l'école, mais je ne voulais pas rentrer encore vers pas beaucoup de connaissances. Donc, je voulais accumuler le maximum de connaissances pour que quand je rentre au Maroc, je puisse contribuer à ce pays que j'aime tant et qui m'a tant donné. Je suis un produit de l'éducation publique et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc, pour moi, c'était important de rentrer au bon moment. Et je dois dire que je suis pas mécontent par rapport à mon parcours à l'étranger, mais surtout le fait que je puisse vraiment contribuer à mon pays de manière très modeste, évidemment. Donc en effet, quand vous revenez au Maroc, vous êtes coopté par le conseiller royal Yassir Senaghi pour lancer et diriger le fonds Itmar Capital, le fonds souverain d'investissement stratégique. Et puis vous présidez ensuite la Société marocaine d'ingénierie touristique. Vous n'auriez pas aimé rester dans ce secteur du tourisme qui est si important au Maroc? Alors bon, c'est comme tout, de l'extérieur,
ça peut paraître très glamour, le monde du tourisme. Dans mon cas particulier, moi je m'occupe avant tout des investissements touristiques. C'est une industrie comme une autre. C'était beaucoup de modèles financiers, beaucoup de négociations. Donc détrompez-vous, c'était pas voyager et rester à la Mamounia tous les jours. En tout cas, ce passage au sein du secteur public a façonné votre approche entre expertise financière et puis votre engagement dans le développement économique du Maroc. Sous votre direction, la Bourse de Casablanca s'est imposée finalement comme une place financière solide en Afrique francophone. Vous croyez en l'interconnexion des marchés africains, en la modernisation de l'industrie financière. C'est peut-être aussi grâce à cela que vous avez su répondre aux difficultés chroniques de la Bourse des valeurs à votre arrivée en 2020, le Covid, l'illiquidité, un peu de titres qui s'échangent, un déficit de nouvelles introductions. Voilà, donc... On va dire peut-être quelques mots de l'histoire de cette bourse de Casablanca, que l'on voit en image d'ailleurs, née en 1929, alors que le monde occidental plongeait à l'époque dans une crise profonde et qui s'est beaucoup modernisé depuis. Absolument. La bourse de Casablanca, comme vous l'avez dit, une année très particulière pour les bourses, mais ne dit-on pas des plus grandes crises naissent les meilleures institutions. Et puis, c'est une entité qui, pour moi, en tout cas, est intimement liée au port de Casablanca, au rôle de Casablanca en tant que centre d'échange, en tant que centre de commerce, en tant que centre d'affaires. Nous avons... Et ce qui est... Il y a une criée comme dans un port de pêche. Ah, exactement. Vous m'avez pris ça mais également, ce qui est intéressant, c'est que dès 1929, dès 1930, la bourse de Casablanca est une bourse régionale. J'aurais aimé vous apporter quelques carnets d'ordre de 1934, 1935, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont africaines, qui sont régionales, qui sont du Maghreb, qui sont également d'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est fascinant, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, comment le Maroc est destiné à être cet arbre dont les racines sont en Afrique et les branches sont en Europe. Tout à fait, c'est prévu. Ceux qui vous connaissent ou vous ont côtoyé rappellent votre humilité et votre pragmatisme. Est-ce que cela va de pair avec l'ambition nécessaire pour les marchés financiers marocains et africains? On va en discuter. Tariq Senaji, plusieurs sujets en dehors de la finance vous tiennent à cœur. Le Maroc en marche vers la croissance et le développement, l'éducation, l'innovation, mais aussi, on vient de l'entendre, une certaine passion pour l'histoire économique du Maroc, celle qui permet d'inspirer les réformes nécessaires à la transformation des écosystèmes financiers. Un jeu de stratégie. Comme un jeu d'échecs, comme une partie d'échecs, votre autre passion dans la vie, on en reparlera sans doute en fin d'émission. Tariq Senaji, grand invité de l'économie, RFI, Jeune Afrique Entretien, à retrouver sur jeuneafrique.com et sur notre chaîne YouTube, rubrique Les invités de l'économie. Tariq Senaji, on l'a dit, la bourse de Casablanca est l'une des plus anciennes d'Afrique, près d'un siècle d'existence. Vous avez eu des années assez difficiles, un peu avant et pendant la pandémie du Covid, notamment une année 2022 difficile, difficile à l'époque d'attirer des investisseurs. Pas beaucoup d'introductions en bourse. 2 années ont passé maintenant. Est-ce que vous diriez que vous avez redressé la barre ? Pour la bourse de Casablanca, la réalité est que la période difficile était les années 2010. Alors je vais faire très rapidement l'histoire moderne. L'histoire moderne de la bourse de Casablanca commence en 1993 avec une réforme absolument magnifique de l'État marocain. On aura peut-être l'occasion d'en parler, et qui vraiment donne un boost avec 1998, la cotation électronique. Et donc la bourse commence vraiment à prendre les années 2000 de manière très très forte. 2008, il s'est passé une autre grande crise et qui a bouleversé de manière très très forte non seulement la bourse de Casablanca, mais surtout la confiance des parties prenantes. Et donc s'ensuit des années 2010 où la bourse de Casablanca perd son statut d'émergent dans la classification du MSCI, sans être trop technique dans la classification des investisseurs. Nous devenons un marché frontière, donc forcément ça attire moins. Et les années 2010 sont des années où on se remet beaucoup en cause, où on reconstruit de manière complètement fondamentale nos systèmes de cotation, notre régulation,
La création de l'autorité marocaine des marchés de capitaux en 2016 est un moment fort. Également, le changement de la bourse vers un système de cotation qui est aux meilleurs standards internationaux, qui est le même qui est utilisé par le London Stock Exchange. Là encore, c'est 2016. Donc les années 2010 sont des années beaucoup d'introspection, mais aussi beaucoup de doutes, pour être tout à fait franc. Et puis là, paf, effectivement, cette pandémie de Covid qui frappe le monde entier. Absolument, absolument. Et qui perturbe tous les échanges financiers. Alors je vais vous être très franc, la période de pandémie était une période qui était mauvaise pour les cours et la volatilité, mais c'était une période qui était très intéressante pour le positionnement de la bourse à l'intérieur de l'écosystème marocain. Alors il se passe deux choses en 2020. Premièrement, en 2019, Sa Majesté fait un discours et dit voilà, l'économie marocaine, il s'est passé beaucoup de belles choses depuis le début du millénaire, mais peut-être qu'on devrait commencer à revoir en quoi on devrait changer ça. Donc c'est le fameux commission pour le nouveau modèle de développement. Donc 35 experts, et ce qui est intéressant, ce sont des experts sur tous les domaines, que ce soit le domaine économique, social, énergie, etc. Et qui doivent réfléchir sur le futur économique du Maroc et ce nouveau modèle économique. Et donc là, ça nous ouvre déjà une première porte. Et la deuxième porte, c'est la Covid. De manière générale, dans les réformes, vous remarquerez quelque chose, c'est que tant que vous n'êtes pas secoué, vous ne vous remettez pas en cause. Vous lisez tous les jours... c'est mon cas, c'est probablement pas votre cas, mais vous lisez tous les jours, vous devez faire du sport, vous devez faire du sport. Un jour, vous allez chez votre médecin, il dit, j'ai le résultat de vos analyses, vous êtes en prédiabète, vous ne faites pas de sport, vous n'êtes pas bien. Eh ben, je peux vous assurer que ça vous motive. Et c'est malheureux, quelquefois, de toute façon c'est général, peut-être on parlera des pays en voie de développement de manière générale, c'est malheureux que les réformes, on peut les faire au bon moment, mais quelquefois on attend jusqu'à ce que ce soit vraiment une grosse crise pour que ça arrive. Il se trouve que nous avions eu l'occasion avec la Covid d'avoir les gens qui sont forcément, ils ne sont pas dans tous les jours, je viens, c'est la même journée que la veille, d'autant plus que le Maroc, on a la chance d'avoir un pays extrêmement stable. Et donc, on a cette opportunité pour venir avec un nouveau langage et dire, attention, la Bourse de Casablanca est une institution qui peut faire d'énormes choses pour le pays, et peut-être que, avec le temps, elle s'est fait un petit peu oublier. Laissons-nous le temps pour discuter de cela. Je vais dire juste une dernière information, c'est que dans le rapport du nouveau modèle de développement, le rôle de la bourse a été extrêmement poussé en disant que cette bourse, non seulement on doit la développer, mais on doit l'accélérer pour que d'ici 2035, nous ayons 4 fois plus d'entreprises cotées. Mais donc voilà. 2022, année difficile, est-ce que, je repose ma question, est-ce que vous avez redressé la barre aujourd'hui? L'année 2022 était une année difficile d'un point de vue uniquement performance. Vous savez, moi on me pose beaucoup la question, quand la bourse ne va pas bien, quand elle baisse, est-ce que tu perds des nuits de sommeil? Moi, je perds mes nuits de sommeil en uniquement un seul cas, c'est quand la bourse monte et l'économie va mal. Parce que là, il y a une création de bulles. Mais après, je dois constater que la bourse, elle fait partie de l'environnement économique marocain. Vous avez fait allusion à mes expériences passées. J'espère surtout le fait que j'ai travaillé dans le secteur public. Ça m'a donné la maturité pour comprendre que la bourse, elle a sa place. Et la bourse de Casablanca, je tiens à le mentionner, n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'impact de la bourse et des autres mesures qui sont prises par le Royaume du Maroc pour servir son développement. Et ce n'est que en se reposant dans cette logique de dire comment la bourse peut être... Et du coup, on est arrivé avec un slogan qui est très simple, mais je pense qu'il est très puissant. Une bourse utile et accessible. Vous parliez d'un nouveau langage à l'occasion des crises. Justement, parmi ce nouveau langage, il y a aussi se tourner vers l'étranger. Comment aujourd'hui vous faites pour attirer davantage d'investisseurs étrangers? On a vu que la Bourse de Casablanca a fait sa promotion à Londres au début d'année, à Kuala Lumpur plus récemment. On a même vu sur la chaîne CNN, il y a eu des images. C'est devenu incontournable de se vendre aujourd'hui sur d'autres continents? C'est devenu incontournable de se vendre, oui, mais surtout de se comparer et de s'améliorer. Aujourd'hui, en tout cas, pour moi, c'est très clair, un investisseur est un investisseur, qu'il vient de l'étranger ou qu'il vient de l'interne. On a quelquefois tendance à peut-être trop valoriser l'opinion d'un étranger
contre l'opinion d'un local. Et donc, il est très important pour moi, en tant que Bourse de Casablanca, que je fasse l'effort d'être attractif pour les entreprises marocaines, parce que le problème aujourd'hui n'est pas de trouver des investisseurs, mais de trouver des entreprises marocaines. Et une fois que je deviens attractif par les entreprises marocaines et que j'attire les bonnes entreprises marocaines, eh bien les investisseurs étrangers, ils viennent parce qu'ils sont intéressés par les histoires. On aura l'occasion de parler de quelques-unes, mais vous prenez quelque chose comme Agdital, vous prenez qui a une histoire intéressante. Et donc, pour moi, la promotion auprès des investisseurs étrangers est très importante, mais la promotion auprès des investisseurs marocains est aussi importante. C'est pour ça qu'on a surpris quelques personnes, parce qu'on a fait un roadshow, pas uniquement dans les grandes villes étrangères, mais aussi on est allé à Oujda, on est allé à Dakhla, on est allé à Fès, on est allé à Meknès, on est allé à Tanger. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu ». Et donc, ça fait plaisir. Et je pense que c'est important. Et pour illustrer ce point, cette année, nous avons 4 fois plus d'investisseurs, personnes physiques, que nous avions il y a 4 ans. C'est vous dire, en fait, qu'il faut valoriser les gens. Le contact direct joue dans la proximité. réussite, la proximité. Votre actualité la plus récente, Tariq Senaji, c'est le lancement d'un marché à terme. Un marché à terme, pour expliquer, c'est lorsque quelqu'un s'engage à acheter ou à vendre un actif, en fixant un prix au moment de la transaction, mais la livraison, le règlement pourra avoir lieu à une date ultérieure. Ce nouvel instrument a été lancé en présence de la ministre de l'économie et des finances, Nadia Feta Alaoui. On va d'ailleurs l'écouter à l'issue de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous avons une plateforme, un arsenal qui positionne le Maroc dans, on va dire, les meilleurs standards en termes d'infrastructures pour les marchés financiers. Pourquoi c'est important? Parce que nous avons besoin de mobiliser davantage de financement, d'épargne, compte tenu des très grands projets de réforme, de développement économique que connaît dans notre pays, dans tous les secteurs sociaux, les secteurs infrastructures, économie. Et ça nous permet également de réconfirmer la place de Casablanca comme un hub régional pour le continent africain. La bourse de Casablanca, transformée en holding qui regroupe le marché comptant, le marché classique, le marché à terme, et puis ce qu'on appelle la chambre de compensation. Pourquoi cette transformation juridique? On ne va pas y passer trop de temps, mais en quelques mots, expliquez-nous. C'est très simple. Vous avez, pour mieux servir votre marché, vous avez intérêt à avoir un ensemble de panoplies et d'outils, mais sous une seule enveloppe. Parce que, et ça c'est un point qui est très important et peut-être qu'il va revenir souvent, la finalité n'est pas les outils financiers, la finalité c'est de servir vos clients. Et donc en regroupant tout ça sur un seul chapeau, et comme l'a dit Madame la Ministre, et je souhaite en profiter vraiment pour la remercier pour son appui, pour cette transformation, pour cette modernisation et pour cette réforme, comme l'a dit Madame la Ministre, c'est les meilleurs standards internationaux, c'est les plus grandes bourses au monde sont toutes organisées de cette manière-là, en tant que groupe. La capacité d'un groupe, ça vous donne 2 choses. Ça vous donne de la flexibilité et ça vous donne aussi beaucoup de focus, parce que chaque entité va avoir un focus sur le marché qui l'intéresse, mais le groupe va permettre de piloter tout ça dans les meilleurs intérêts des clients. Il y a eu d'autres actualités à la Bourse de Casablanca, marquantes dernièrement, avec des nouvelles introductions de sociétés, les fameuses IPO, je dirais cet anglicisme qu'une fois, comme celle de CMGP, dans le secteur de l'eau. Dans la finance, il y a eu aussi CFG Banque, et puis il y a eu les hôpitaux privés Agdital. Vous estimez que ces opérations ont été des succès ? Écoutez, il suffit de voir les chiffres. Pour, par exemple, la récente opération d'Agdital, on a eu 29 fois plus de demandes qu'on a eu d'offres. Donc voilà, c'est vraiment plébiscité. L'avantage de la bourse, c'est que c'est très transparent. On a des chiffres, tout est très transparent. Et pour CFG, ça a été 35 fois sursouscrit. C'est-à-dire que 35 fois, plus de gens voulaient acheter qu'il n'y avait. Donc la demande est là, les investisseurs sont là, mais les vrais stars
de la bourse de Casablanca et les vraies stars de ces opérations, ce sont les entreprises. Donc parlons, si vous voulez bien, un petit moment de ça. Donc j'ai dit, le nouveau modèle de développement, j'en ai parlé. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le Maroc, sur les 20 dernières années, on a eu un investissement public qui était très fort. On a construit beaucoup d'infrastructures, on a fait beaucoup d'efforts. On a un taux d'investissement de 31% qui est parmi les plus élevés dans les pays en voie de développement. Mais aujourd'hui, il est le temps pour que le secteur privé prenne le flambeau. Et il est un moment où le secteur privé doit se développer et apporter plus de dynamique et plus de, je dirais, d'effets multiplicateurs par rapport à l'investissement public. Et donc là-dedans, Agdital, c'est une entreprise qui s'est positionnée assez tôt dans le secteur de la santé, avec une vision de dire la santé privée peut apporter un réel plus par rapport à l'espace marocain. Et c'est quelque chose... Moi, j'aime beaucoup ce type d'opération parce que c'est quelque chose, tout le monde peut les comprendre. J'ai des actionnaires... Est-ce que c'est aussi lié au fait que, comme il y a eu peu d'introductions en bourse et mine de rien, la cote, elle est quand même limitée. Il n'y a pas tant d'entreprises que ça si on compare à des marchés plus matures dans le monde. Est-ce que c'est pas aussi lié à ça qu'il y a eu des sursouscriptions, un engouement des investisseurs parce qu'enfin, il se passe quelque chose et dans des secteurs, d'ailleurs, qui sont... voilà, on a parlé de l'eau, on a parlé de la santé, on parle aussi de la finance. C'est aussi peut-être ça qui explique le succès de ces opérations et le fait que c'est temps pour le privé d'agir. Oui, alors juste deux mots sur les secteurs. L'eau et la santé. Si vous suivez un peu l'actualité du Maroc, c'est vraiment des secteurs où il y a beaucoup de discussions, où il y a beaucoup d'engagement, pas seulement à cause de la Covid, mais vous le savez, nous sommes en train de passer à l'assurance maladie obligatoire pour tous. Donc 30 millions de Marocains auront l'AMO. Nous parlons également des sécheresses et donc de la gestion de l'eau. Donc je suis très fier que la bourse soit au cœur des grands sujets économiques du Maroc. Maintenant, par rapport à l'engouement des investisseurs, oui. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui demandent plus d'entreprises. Je vais peut-être juste nuancer un tout petit peu. La bourse de Casablanca, c'est quand même 760 milliards de dirhams, c'est 55% du PIB national. Donc, ce sont des chiffres qui sont très respectables, pas juste sur le continent africain, mais de manière générale. Le géant économique qui est OCP, le leader des engrais. Écoutez, vous l'attendez, moi je ne l'attends pas forcément. Écoutez, je pense qu'il faut sortir... Je vais raconter une petite anecdote. Ça place naturellement à la bourse. Non, mais laisse-moi raconter ma petite anecdote. L'anecdote naturelle, c'est dès que vous allez voir un directeur général d'une bourse, la première des choses, l'État doit ramener des IPO, doit ramener des introductions en bourse, c'est la meilleure façon pour dynamiser. L'État et l'OCP a son propre agenda et c'est le plus important. L'important, c'est pas de dynamiser la bourse. L'important, on est très fiers de l'OCP. C'est une entreprise de classe mondiale. C'est peut-être la seule que nous avons au Maroc de classe mondiale, avec TMSA quand même. Et donc, on est très fiers de la transformation de l'OCP, de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'OCP. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt, comme n'importe quel Marocain, et en particulier un opérateur économique. Je suis très fier de ce que l'OCP a fait. L'OCP également dans les financements et allé chercher a fait des sorties internationales. Quand ça arrangera l'OCP, évidemment, nous serons plus que ravis, mais il est très important, et pour la bourse de Casablanca, et pour l'écosystème, ça c'est quelque chose que j'ai dû vraiment travailler, il faut qu'on aille chercher nous-mêmes nos propres opérations et pas se dire et si. Il y a des secteurs à défricher quand même. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans celui de la technologie, dans celui des énergies renouvelables, qui est aussi un secteur d'avenir et dont on parle énormément et où vous dites que vous êtes personnellement impliqué. En tout cas, oui. Ça fait partie de vos objectifs. C'est une certitude. Alors, peut-être je vais séparer les deux. Vous avez d'un côté les infrastructures. Donc, de manière générale, les infrastructures, comme vous le savez, le Maroc a d'énormes ambitions. Ils sont liés à nos ambitions d'offrir un meilleur cadre pour nos citoyens, mais également la Coupe du Monde 2030 figure là-dedans, la LGV jusqu'à Marrakech et après Agadir, et d'autres projets, les projets des ports. Et donc ça, c'est effectivement un secteur où nous pouvons contribuer plus. Nous avons contribué sur des très belles opérations qui se sont très bien passées pour tout le monde,
par exemple Marsa, qui est l'opérateur des ports. Là, effectivement, c'est une entreprise publique et je tiens vraiment à souligner ce point parce que c'est un point qui, quelquefois, nous pose un petit problème. Une introduction en bourse d'une entreprise publique n'est pas une privatisation. Vous prenez Marsa Maroc, l'État a la majorité, il a introduit un pourcentage qui est suffisamment intéressant pour que l'entreprise commence d'un point de vue gouvernance à se mettre à une gouvernance qui est privée. La valorisation n'est pas mauvaise du tout, il faudrait qu'on en parle aussi. La valorisation dans la bourse de Casablanca est très intéressante. Et donc, effectivement, les infrastructures, on veut faire plus. On a également Taqa, comme vous le savez, sur l'énergie. On veut faire plus et c'est des choses sur lesquelles on travaille. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, sur la tech. Et dès qu'on dit la tech, on pense les entrepreneurs, les startups, la dynamique. Là-dessus, effectivement, nous avons eu quelques entreprises qui ont eu des parcours mais absolument fabuleux pour une entreprise marocaine, pour une entreprise africaine. Je pense par exemple à une entreprise comme HPS qui fait des solutions IT, monétique. Hein, on a reçu ici son patron, on a reçu aussi Ismaël Belhayat de Chari, qui est une autre expérience réussie dans la tech. Excellent. Et donc voilà, la bourse, par exemple, pour le cas d'HPS qui est coté, la bourse a permis une accélération du développement, parce qu'il faut comprendre, la bourse est le seul outil de financement au monde qui vous donne la valeur de demain aujourd'hui. Et donc quand vous travaillez bien, eh bien, le cours monte, et comme le cours monte, vous pouvez vous permettre d'aller plus vite, et comme vous allez plus vite, le cours monte encore plus. Et donc, c'était le HPS. Maintenant, il faut raisonner, pour répondre à votre question, c'est très important de raisonner ce que j'appellerais le continuum de financement. La bourse ne peut pas financer toute seule, la bourse ne peut pas financer de start-up. Parce que par définition, vous faites appel à des personnes physiques et donc il faut qu'il y ait un minimum de vécu pour qu'elle adhère. Et donc, on a travaillé très très dur avec l'AMIC, qui est l'association marocaine de l'investissement en capital, le private equity, parce que évidemment, ce sont des fonds qui prennent des entreprises qui doivent encore être, on va dire, entraînées. Et le lien avec les entreprises de capital investissement était cassé pendant les années 2010. Eh bien, nous avons réussi, grâce à leur mobilisation, à rétablir ce lien. Sur les 5 dernières introductions en bourse de la bourse de Casablanca, 4 ont été avec des fonds de private equity. Et vous allez me faire une faveur, je veux juste parler de la CMGP. Très vite, parce que je voudrais qu'on passe à un autre sujet. CMGP, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'infrastructure de l'eau, dans l'irrigation agricole, dans le développement durable. C'est une entreprise familiale qu'on a eue dans notre programme d'accompagnement en 2013, où une famille contrôlait toute l'entreprise. À travers un jeu de croissance externe, c'est une entreprise aujourd'hui qui a racheté des entreprises, qui a grandi, qui a investi, qui est dans 4 pays africains hors le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et la Mauritanie. Et c'est une entreprise où le fondateur aujourd'hui a à peine 7% du capital. Donc toutes les belles aventures financières que vous voyez à New York, je suis très fier qu'aujourd'hui nous avons une entreprise marocaine avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement spécialiste de la finance, mais qui a été très intelligent et qui a réussi à construire un géant de l'irrigation, en tout cas au Maroc, grâce à l'intervention de fonds de private equity, grâce aussi à des opérations financières malines et aujourd'hui une introduction en bourse. Je voudrais quand même dire que l'entrepreneuriat au Maroc, c'est quelque chose qui marche. Il faut juste avoir le courage pour y aller. Avec des places financières émergentes en Afrique francophone, comme la bourse, la BRVM à Abidjan, comment Casablanca peut conserver son rôle de leader et jouer un rôle de moteur aussi dans l'intégration régionale? On parlait de bourse régionale. Déjà, moi, j'aime beaucoup la BRVM parce que c'est une bourse qui représente 8 pays et je trouve que c'est un idéal. Vous disiez le contraire, quand même. Non, enfin, je pense... On peut être amis et concurrents. Alors, par rapport à ce point, vous savez, la concurrence entre les bourses n'est pas si féroce que ça. Alors, je vais expliciter ça. Les grandes bourses mondiales se font une compétition incroyable entre Londres, New York et les autres places. Au niveau des bourses de taille moyenne et plus petite, il n'y a pas une énorme compétition parce que en général, on gravite autour des pays de notre région. Maintenant, la collaboration africaine
et ce que la bourse de Casablanca peut apporter à d'autres bourses, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons sérieusement. La BRVM, par exemple, nous avons implémenté ensemble un programme d'accompagnement des entreprises en Afrique de l'Ouest, après l'avoir implémenté au Maroc. Donc on a formé 100 entreprises au Maroc, on a formé une trentaine d'entreprises en Afrique de l'Ouest. Et de manière générale, les bourses, on aime bien collaborer ensemble parce qu'on n'est pas si compétiteurs que ça. Alors quelquefois, on va faire des opérations de double cotation qui sont un peu rares. Mais je pense qu'on a tellement, on se positionne tellement dans le même combat qui est faire reconnaître l'importance des marchés de capitaux à l'intérieur de l'espace africain. Et ça, c'est un énorme enjeu sur lequel nous devons nous battre parce que le continent africain passe à côté de quelque chose de très puissant. Ça vaut aussi pour les grandes bourses dans le monde anglophone, Johannesburg, Lagos, Nairobi, et puis on a aussi le Caire, la bourse égyptienne. Alors, effectivement, moi je pense que les bourses qui ont une tradition anglo-saxonne sont plus facilement acceptées, soutenues, poussées, accélérées par leur écosystème. Parce que dans le monde francophone, on a une tradition où on a plutôt recours à l'emprunt bancaire plutôt qu'à l'accès au marché financier. Parce que le marché de capitaux, c'est la désintermédiation. C'est que vous allez direct, l'acheteur et le vendeur se rencontrent directement dans un marché régulé ou autre. Et effectivement, la tradition francophone est plus tournée, je pense, vers le secteur bancaire. Alors, à part Casablanca, on a eu de la chance parce que la bourse de Casablanca a été fondée en 1929 et elle a pris un rôle très important. Mais quand même, je voudrais dire un petit mot sur ce combat philosophique ou pour l'âme de la finance africaine. Essentiellement, vous avez deux modèles. Vous avez un modèle de gré à gré, donc vous allez chez votre banque et vous vous mettez d'accord, et ce qui est bien, c'est que vous contrôlez tout, il n'y a personne qui rentre dans cette discussion. Ou vous avez le modèle des marchés de capitaux, où on a un marché qui est là, qui est ouvert, et n'importe qui peut intervenir et solliciter un investisseur, solliciter un émetteur, etc. Alors vous voyez bien que le deuxième modèle, il est plus délicat, parce qu'il y a quelque chose, la monnaie la plus importante, c'est la confiance. Si vous avez la confiance, c'est un marché extrêmement puissant qui peut vous accélérer, qui peut vous emmener au sommet. Et si vous n'avez pas la confiance, eh bien, c'est finalement, il y a plein de pays qui disent « Ouais, j'ai fait une bourse, mais ça ne marche pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Mais bon, quand il y a une mission de la Banque mondiale qui vient, je les emmène à la bourse pour prendre des photos. » Vous voyez. Eh bien, justement, c'est ce dont nous allons parler dans la seconde partie de cet entretien avec Tariq Senaji, le directeur général de la Bourse de Casablanca, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous élargissons notre discussion à l'échelle continentale avec une nouvelle question d'Aurélie Mbida. Alors oui, le Maroc investit beaucoup en Afrique. Les derniers chiffres publiés, mais il y en a, j'imagine que c'est croissant, plus de 800 millions de dollars d'investissement direct étranger en Afrique en 2021. Comment la bourse de Casablanca peut-elle devenir un levier pour renforcer ces investissements et structurer des projets ? De manière générale, cette puissance des investissements marocains, comment on l'entrevoit ? Très bien. Alors, premièrement, je vais dire la bourse de Casablanca est au centre parce que nous sommes au centre de l'économie marocaine. 50% des introductions en bourse sur les dernières années ont partiellement financé une expansion en Afrique. Donc, j'ai parlé de CMGP, qui allait dans 4 pays africains, TGCC, qui est également l'introduction en bourse a servi pour une implantation africaine. Je pense que l'Afrique, et on en parle tout le temps, c'est pour ça que Jeune Afrique, c'est le dynamisme, c'est le continent qui a du potentiel. Je pense qu'on est arrivé à un point où il faut réaliser ce potentiel. Et je pense que les investisseurs marocains ont une connaissance de l'Afrique, parce que nous sommes profondément africains, qui nous permet d'aller investir en Afrique et commencer à réaliser ce bénéfice. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de nulle part, c'est aussi quelque chose qui est venu organiquement à travers ce que fait le Maroc. Tariq Senaji, est-ce que cette dynamique, elle va obligatoirement passer par une zone de libre-échange, la ZLECAf, qui est en
en cours d'installation, on va dire, et par une réelle interconnexion des marchés financiers africains. Laissez-moi vous donner une statistique que je trouve personnellement absolument choquante. Le commerce intra-africain représente uniquement 12% du commerce africain. C'est-à-dire qu'en moyenne, un pays en Afrique achète 88% de ses denrées de l'extérieur de l'Afrique. Quand on sait comment l'Afrique est grande, vous le savez aussi bien que moi que la carte ne lui fait pas justice, vous pouvez imaginer la perte de compétitivité que ça fait d'un point de vue de réseau logistique de ramener 88% de vos denrées de l'extérieur de l'Afrique. Donc c'est une certitude absolue. Après, effectivement, il faut être engagé, il faut être volontaire et il faut le faire. Il y a quand même une histoire de conviction africaine à avoir. Un peu comme quand on a parlé de la présence du Maroc en Afrique. Et l'ASLECAF est un sujet qui est très important. Donc la bourse peut aider à autonomiser économiquement l'Afrique, assurer davantage de souveraineté économique. C'est une certitude parce que, comme je le dis, la bourse est avant tout permettre une allocation optimale de vos ressources. Je ne vais pas faire très compliqué d'un point de vue macroéconomique, mais quel est le grand enjeu de tous les pays dans le monde? C'est que d'un côté, vous avez des ressources qui peuvent être court terme ou long terme, et de l'autre côté, vous avez des utilisations, vous avez des besoins, et les besoins les plus durs sont les besoins en long terme. Donc un bon système macroéconomique, c'est un système où vous prenez des ressources long terme et vous pouvez les coller à des besoins qui sont long terme. Je m'explique, je donne un exemple très simple. Si vous faites des introductions en bourse et que vous avez 30% de personnes physiques qui vont venir et investir dans une entreprise en action, vous pouvez bien imaginer que le pouvoir de développement de cette épargne est 50-100 fois supérieur à s'il garde son argent dans un dépôt bancaire. Et donc, le vrai enjeu pour l'Afrique, au-delà des échanges également, c'est une allocation optimale de ses ressources. Et là, il y a du travail à faire aussi. L'un des grands débats du moment sur le continent concerne le risque financier, l'évaluation du risque financier, le rôle des agences de notation. On sait que ça a des conséquences sur les taux d'emprunt et donc sur la dette. Est-ce qu'il faut des agences africaines ou alors est-ce qu'il faut réformer le système actuel? On va écouter à ce propos l'un de nos derniers invités ici dans nos studios, le financier congolais Junior Mbouyi. Lui pense qu'il faut absolument moderniser la façon de jauger le risque en Afrique. Nous avons besoin de collecter des historiques de données et pouvoir calibrer et mettre en place des modèles qui vont permettre de pouvoir évaluer le risque comme il le faut. Et aujourd'hui, quand on regarde la manière dont le risque est évalué en Afrique, il n'est pas adapté en fait aux standards africains. Et c'est pour ça qu'il est important que dans l'appréciation en fait du risque, ces standards africains soient pris en compte. Mais pour cela, il faut qu'on développe des laboratoires de données, qu'on stocke de données. Et puis, on parle de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui va aider énormément le continent à pouvoir collecter ces informations et mettre en place des mesures. L'intelligence artificielle utile pour mieux prédire le risque financier, nous disait Junior Mbouyi, y compris d'ailleurs chez vous à la Bourse de Casablanca. Peut-être, je suis d'accord avec lui sur son point, mais pas que. Je suis d'accord parce que quand vous regardez par exemple la dette des États-Unis aujourd'hui, c'est 33 000 milliards de dollars, c'est 130% de son PIB. Alors que les pays d'Afrique subsaharienne, c'est 60% du PIB et tout le monde dit c'est trop. Okay, alors que l'Afrique, justice à corriger. Donc je suis d'accord, mais pas que. Et donc la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même faire attention parce que, comme j'ai dit, il faut quand même avoir un cadre qui soit contrôlé et on sait comment le faire. C'est une étude du FMI, donc je veux vraiment pas me porter comme donneur de leçons, mais une étude du FMI a trouvé que depuis 2015, la croissance des pays qui sont pauvres en ressources naturelles est nettement meilleure que les pays qui sont riches en carburant. Les pays riches en carburant ont fait moins 2% en moyenne de croissance de PIB. Les pays pauvres en ressources naturelles ont fait plus 2%. Donc il y a quelque chose à faire sur
l'intelligence artificielle et la valorisation du risque, mais il y a aussi quelque chose à faire sur le cadre macroéconomique. Comme je le dis vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, l'Afrique n'a pas besoin d'un autre donneur de leçons, mais lorsque vous regardez ce qui s'est passé au Maroc, avec des stratégies long terme, avec une gouvernance qui s'assure qu'on prend des décisions, quitte à ce qu'on souffre un peu maintenant, mais qu'on vaille beaucoup mieux après, c'est quand même des choses importantes. Si je peux me permettre une statistique qui montre ça, lorsque vous regardez en 2010, les exportations du Maroc, c'était 113 milliards de dirhams, dont le tiers était du phosphate. En 2023, c'est 430 milliards de dirhams, dont le tiers, c'est le secteur automobile. Et donc, une transformation structurelle et positive et évolutive de votre économie est possible, mais il faut quand même réfléchir long terme. Voilà. Aurélie. Dans le cadre des transformations, justement, il y a un mouvement en marche qui est quand même assez fort avec le départ des banques françaises récemment du continent, la BNP, Société Générale, et une reprise en main par les acteurs africains de leur industrie, Idrissa Nassa, Konedo Songui, et maintenant, et très récemment, votre compatriote, ancien ministre de l'Industrie, Moulay Hafid El Alami. Quel regard portez-vous sur ce mouvement ? Écoutez, c'est d'un côté le technique et de l'autre côté le fond de la situation. D'un point de vue technique, moi je connais très bien la situation. En 2008, il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'on a donné trop de liberté aux banques. Du coup, crac, dans les années 2010, on met un environnement réglementaire très très dur. Le problème, c'est que comme l'Afrique, il n'y a pas de données, du coup, on ne peut pas calibrer les modèles. Donc, on revient au même point. On ne peut pas calibrer les modèles. Ça coûte trop cher d'un point de vue capital réglementaire. Les banques françaises regardent ça dans leur Excel et disent oui, ça coûte trop cher de rester en Afrique, il faut que je sorte. Donc, le risque est trop cher. Encore le risque. Oui. C'est pas le risque qui est trop cher, c'est effectivement le calcul réglementaire du risque, pour être très précis. Et c'est là où peut-être il y a une réflexion à dire, est-ce que le risque est aussi cher que ce que le calcul réglementaire. Peut-être que je vais être un peu patient et payer un peu plus au début en termes de capital pour qu'à la fin, finalement, être dans une région qui a une grande croissance. Alors, le président Macron, dans sa récente visite au Maroc, il a jugé que c'était une erreur de la part des banques françaises. Je ne juge rien, je reporte. Autre question panafricaine, l'éducation financière, le monde des marchés financiers peut faire parfois un peu peur à des investisseurs, notamment des investisseurs particuliers. Comment est-ce qu'on peut faire pour démocratiser cet accès aux marchés financiers, dédramatiser un peu? Alors, il y a deux choses. La première, c'est par rapport aux petits porteurs. C'est très important, comme j'ai dit, d'être accessible. Et donc, nous avons fait beaucoup d'efforts parce que les personnes viennent me voir et me disent « Écoute, je regarde la Econews et quand ils parlent de la bourse, je ne comprends rien du tout. » Parce qu'effectivement, c'est un langage avec beaucoup de jargon. Donc, on a fait beaucoup de choses de ce côté-là. Mais il y a une deuxième chose où on a été peut-être, essayer d'être un peu malin, c'est de dire il y a aussi des jeunes qui sont naturellement attirés par la bourse et qu'on n'utilise pas assez. Et du coup, on a aussi investi énormément sur notre programme avec les universités. Nous avons fait un programme qui s'appelle les salles de marché universitaires. Aujourd'hui au Maroc, je suis content parce qu'on en a 22 dans toutes les régions du Maroc. Et en fait, moi, comme je le dis au recteur, c'est comme si vous offrez à votre enfant un jeu de Scrabble et vous voyez qu'il s'améliore en orthographe. Le fait parce qu'ils sont attirés par la bourse, moi, je veux pas plus de traders. Le métier de trader n'est pas un métier à grand, on va dire, débouché. Mais par contre, si vous passionnez pour le trading, vous allez mieux comprendre la finance d'entreprise, vous allez mieux comprendre la finance de marché, vous allez mieux comprendre la macroéconomie, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a passionné, sur lequel on a fait beaucoup de choses. Et voilà, comme vous pouvez l'imaginer en m'entendant, c'est une petite fierté quand même.
Alors on va revenir sur la question du financement des PME, qui reste un défi au Maroc, mais pas que en Afrique, dans le continent, dans son ensemble. Quel mécanisme ou quelle réforme pourrait être accélérée pour ouvrir davantage le marché boursier, financer davantage l'économie? Alors, comme vous le savez, au Maroc, on a une initiative très intéressante. Donc, j'ai parlé du fonds de capital investissement, de la relation avec la bourse. Il y a un troisième bloc qui s'est rajouté, c'est le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Donc, c'est un fonds souverain qui est là pour encourager l'investissement privé, dont on a déjà parlé, qu'on voit comme le moteur de notre croissance future. Et ce que ce fonds a fait, je pense que ça vaut le coup peut-être de faire toute une émission dessus, mais en tout cas, ce que ce fonds a annoncé, c'est un programme d'appui au capital investissement. Donc aujourd'hui, nous voyons un capital investissement, ils investissent un tiers des fonds d'investissement, jusqu'à un tiers, je crois. Et donc, c'est un fonds qui a beaucoup accéléré le capital investissement au Maroc. Et le capital investissement, comme vous le savez, contrairement à la bourse, c'est des gens qui sont motivés pour aller taper à la porte des gens et les accompagner et leur dire tu veux grandir, tu veux aller à la bourse, laisse-moi rentrer dans ton capital quelques années. C'est un modèle qui a été choisi par le Maroc et qui commence à donner des très bons résultats. Ça, c'est un point par rapport aux outils. Maintenant, le deuxième point qui est très important aussi, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est aussi il faut un accompagnement humain. Parce que l'entrepreneur, ce n'est pas juste des chiffres, ce n'est pas juste des business plans, c'est une aventure humaine avec beaucoup de courage, de peur aussi. Et ça, nous avons été précurseurs avec un programme, le programme Elite. D'ailleurs, CMGP est issu du programme Elite. Et c'est quelque chose sur lequel nous allons continuer à nous impliquer de manière forte. Tariq Senadji, il nous reste encore quelques petites minutes pour parler de votre pays, le Maroc, et de sa place dans le monde, de ce qu'il a à proposer. Comment est-ce que vous voyez son avenir? Certains voudraient le voir comme une courroie de transmission entre l'Europe et l'Afrique. Il y a la position géographique, bien sûr, mais il y a aussi un rôle que le Maroc voudrait s'attribuer. Vous avez parlé il y a quelques instants de la visite du président Macron au Maroc. Effectivement, je dois dire, j'aime bien l'histoire et il y a plusieurs choses que je souhaite dire. La première des choses, par rapport à nous, Africains, le Maroc a pris son indépendance en 1956. Donc, il faut qu'on soit indulgent envers nous-mêmes. Ça fait pas si longtemps. Mon père me racontait comment il a dû fuir la ville de Casablanca parce que les Allemands ont bombardé dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour vous dire que ça fait pas très longtemps tout ça. Donc, premièrement, il faut être indulgent. La deuxième chose qui me fascine dans mon pays, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, c'est le fait qu'on se sent réellement multiculturel. Je me rappelle, pendant la Coupe du Monde, on mettait un micro à l'entraîneur du Maroc. Est-ce que vous êtes arabe? Est-ce que vous êtes africain? Est-ce que vous êtes méditerranéen? On peut être tout ça. Et c'est vrai que on a réussi, le Maroc en tant qu'État-nation, qui s'est construit mais qui se reconstruit aussi. Et pour être tout à fait franc, je dois attribuer ça aussi à la persona de Sa Majesté. C'est beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanisme, au-delà de la croissance économique, et qui se reflète aujourd'hui dans la façon dont, évidemment, nous nous comportons l'un envers les autres, mais aussi la façon dont on fait des affaires. On est aussi bien, je disais ça en rigolant quand je recrutais dans mon ancienne entreprise Itmac, quand j'avais un candidat, j'ai dit, j'ai besoin de gens qui soient schizophrènes. Quand vous êtes en train de parler avec un investisseur du Moyen-Orient, vous pouvez adopter une posture. Quand vous êtes en train de parler avec l'administration, une deuxième posture. Lorsque vous êtes en train de travailler avec un investisseur qui vient des États-Unis, une troisième posture. Et je dois dire que c'est assez fascinant parce que on a cette capacité. Mon ancien patron à Londres, comme vous avez dit, les Marocains réussissent plutôt bien dans tout ce qui est mathématiques financières, mais après aussi dans les métiers de la finance. Et mon ancien patron, il m'a dit, les Marocains sont street smart. Qui est, je vous laisserai traduire, vous avez meilleur français que moi. Ils sont très smart. Street smart.
Donc, ils ont l'intelligence de la rue. L'intelligence de la rue. Street smart. Absolument. Et quand je vois mes amis sénégalais ou ivoiriens que j'ai rencontrés également à Londres, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui peut nous mener très très loin. Maintenant, comme j'ai dit, il faut avoir la confiance de la développer. Et je pense que le Maroc se sent parfaitement à l'aise dans cette position. Vous le savez, il y a une histoire millénaire par rapport à ça. Mais les relations avec l'Afrique de l'Ouest, avec les pays arabes, avec l'Europe, nous paraissent très naturelles. Justement, la confiance, vous avez parlé de l'indépendance. 2 générations sont nées depuis. On a une jeunesse marocaine qui s'impatiente. Le ministre de l'Industrie, Riyad Mezzour, en a parlé lui-même assez récemment. Il a demandé qu'on fasse davantage confiance à ces jeunes Marocains et à ces jeunes Marocaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Les entreprises, les investisseurs doivent faire davantage confiance aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes salariés ? Le diagnostic, évidemment, je ne peux être que d'accord. Après, évidemment, comment le faire ? Et comment le faire ? Je pense que le nouveau modèle de développement a dit quelque chose de très important dans le titre. Le titre, libérer les énergies et restaurer la confiance. Restaurer la confiance, c'est quand même un mot fort. C'est un mot fort qu'on peut ressentir au Maroc, qu'on peut ressentir en France, qu'on peut ressentir aux États-Unis par rapport à la confiance, par rapport aux institutions. Et donc, je pense qu'au Maroc, on doit trouver le moyen d'avoir plus d'entrepreneurs. Il faut absolument sortir de cette idée que le jeune qui sort d'école, il veut aller travailler dans une grande entreprise et juste faire du 9h à 5h. Il faut absolument qu'on arrive à insuffler ce souffle d'entrepreneuriat. J'ai beaucoup de chance avec la Bourse de Casablanca. Je voyage, je rencontre beaucoup d'entreprises. Je rencontre des gens magnifiques. Le dernier en date, c'est CMGP. J'en ai un petit peu parlé. Je ne vais pas parler de tous. Mais je pense qu'effectivement, on a parlé d'HPS. Enfin, il y a quand même pas mal, mais malheureusement pas assez. Et donc, il faut qu'on trouve le moyen à ce que nos jeunes aient confiance et qu'on leur donne les mécanismes. Est-ce qu'on peut parler de Casablanca, là où vous travaillez ? Oui, bien sûr. Vous êtes né, d'ailleurs. Oui, absolument. Exactement. La ville de Casablanca, donc capitale économique du Maroc, qui a fortement monté en puissance. Il y a eu une série de travaux entrepris dans la ville. Comment vous avez vu évoluer votre Casablanca ? Écoutez, j'ai une histoire un tout petit peu personnelle avec Casablanca parce que mon père, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, était fou amoureux de Casablanca. Son arrière-grand-père était l'agent comptable de la ville de Casablanca. Il adorait la médina de Casablanca, il adorait parler. Et c'est l'une de ses grandes déceptions que je ne me suis pas aussi intéressé à l'histoire de Casablanca que lui. Et l'une des grandes idées qu'il défendait, c'était que Casablanca n'était pas une ville moderne. Casablanca est une ville qui remonte aux Phéniciens et c'est une ville qui a toujours été dans le développement, dans la prospérité économique. Et donc, voilà, je ressens beaucoup cette ville dans ma chair et le fait que de mon bureau à la Bourse de Casablanca, j'arrive à voir le port, vous savez, avec les docks, avec cette énergie qui sort. J'arrive à voir la mosquée Hassan II, j'arrive à voir la Médina. C'est vrai que, voilà, il y a quelque chose de fort qui se crée en vous quand vous vivez à la ville de Casablanca. Et je pense qu'elle a un très bel avenir. Enfin, il y a eu un article récent dans Jeune Afrique, Casablanca, la ville qui se rêvait en New York de l'Afrique. Oui, enfin, c'est toujours difficile, les mots comme ça et les visions, les grandes images, mais effectivement, le fait que Casablanca soit bien classé est quelque chose qui est intéressant pour nous pour le futur, parce que, évidemment, la préférence pour le tourisme, c'est d'autres villes, Marrakech notamment, et d'autres villes, mais Casablanca a cette énergie, cette jeunesse et cette interconnectivité, cette position centrale dans le royaume et ce trait d'union assez unique avec l'Afrique de l'Ouest dont on a parlé, avec cette façade atlantique, avec tout ce que le Maroc est en train d'entreprendre avec ses amis africains là-dessus. Et donc, je pense que le futur de Casablanca et j'espère sera très bon. Et j'espère la bourse de Casablanca étant quand même un petit outil de promotion pour la ville que nous faisons notre Puisqu'on parle du futur de Casablanca, Aurélie, il y a une construction qui est en cours.
une petite construction sportive, Absolument. le stade Hassan II, d'une capacité de 115 000 places pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2030. Il y a beaucoup de marchés à prendre. C'est un coup de boost, vous pensez, pour l'économie, pour la ville et le pays en général? Lors de l'annonce de la Coupe du Monde, la bourse de Casablanca a pris plus 5%. Donc voilà, enfin pour faire court, je sais pour résumer, il y a de l'optimisme, il y a de la confiance. On est très fiers de cela. On a été également très fiers, même si touchés dans notre chair par l'élan de solidarité par rapport au tremblement de terre. Il y a un certain nombre d'émotions très fortes qu'on a vécues récemment. Et comme j'ai dit par rapport aux Marocains, par rapport à cet État-nation, je pense que voilà, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Tariq Senaji, les Marocains aiment le football, vous aussi manifestement, mais votre vraie passion sportive, ce sont les échecs, le jeu d'échecs que vous pratiquez vous-même, et puis vous organisez chaque année le Morocco Chess Week, enfin la Morocco Chess Week, si c'est une semaine, 3e édition en mai dernier. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sport, puisque c'est un sport cérébral? Écoutez, je pense que c'est une bonne façon de passer du temps de manière structurée par rapport à vos pensées. Je pense que, comme tout le monde, on parle beaucoup de santé physique, mais on parle de plus en plus de la santé mentale. C'est un exercice mental qui est très intéressant et qui, moi, avec mes responsabilités, quand je joue une partie d'échecs, je suis obligé de me concentrer et donc c'est quelque chose que j'apprécie. Après, il y a les valeurs du jeu qui sont là et qui sont très importantes. La stratégie, le fair play, la façon de vous apprendre les mathématiques également. Et du coup, moi je trouve que c'est un jeu... Vous faites un parallèle avec l'économie ? Avoir plusieurs coups d'avance, évidemment, en fait, ne pas s'aventurer sans avoir les forces nécessaires. La première édition, on a fait la conférence, donc il y a toujours une conférence qui est liée au tournoi. La conférence était sur le sujet « Est-ce que vous êtes un meilleur économiste si vous êtes joueur d'échecs ?» Et nous avons notamment invité une personne très inspirante qui est la ministre de l'économie et des finances de la Lettonie, qui est grand maître international. Et c'était une discussion qui était très intéressante. Oui, il y a beaucoup de concepts dans le jeu d'échecs qui se retrouvent également dans l'économie, qui se retrouvent dans la stratégie. Le meilleur, c'est quand même savoir être patient pour arriver à ses buts. Le Maroc et la bourse de Casablanca sur l'échiquier économique. Un grand merci, Tariq Senaji, directeur général de la bourse de Casablanca, d'avoir été notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique à l'occasion de l'AFIS, le sommet de la finance africaine édition 2024 dans votre ville de Casablanca. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.